Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. L'Institut français a le grand plaisir, l'honneur d'accueillir ce soir le professeur Willy Rosenboom, qui va nous présenter, vous avez ici le titre de la conférence, 32 ans d'épidémie du VIH. Alors, je ne vais pas vous présenter, ou bien peut-être le professeur se présentera lui-même, mais juste vous rappeler que le professeur Willy Rosenboom est le co-découvreur du virus du VIH dans les années, je crois, 83. Et il est actuellement professeur de maladies tropicales et maladies infectieuses à l'université Marie Curie à Paris, et aussi responsable du service des maladies infectieuses. Presque. J'ai démissionné de ces fonctions administratives et je fais plein d'autres choses. Voilà. En tout cas, à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et on a su il y a une quinzaine de jours que le professeur venait au Laos. Et nous savons que le professeur vient ici au Laos depuis les années 2008 dans le cadre de l'association Esther, qui est une association qui apporte son soutien à travers de nombreux pays dans le monde à la lutte contre le VIH-Sida. Sans doute que vous allez nous présenter, peut-être un petit peu, dire deux mots. Mais je pourrais en parler. Voilà. En tout cas, ce qui nous intéressera, c'est de savoir, en deux mots, ce que vous faites ici au Laos et voilà, pourquoi nous avons eu la chance de pouvoir vous appeler ce soir pour cette conférence. Et je vous remercie à l'avance, de la part de tout le monde, d'avoir accepté, il y a à peine 10 jours, de nous donner cette conférence. Merci beaucoup. Et merci, bonsoir. Je vais essayer de vous résumer une histoire dont je m'aperçois quotidiennement que pour moi c'est une présence permanente, c'est quelque chose qui fait partie de la vie que je mène depuis quelques dizaines d'années, mais que beaucoup de gens ignorent, et en particulier parmi les plus jeunes, même si le sida, l'infection par le VIH continue à faire régulièrement le titre des journaux, comment cette maladie a été découverte, comment on a découvert son origine, comment les traitements sont arrivés, quel traitement y a-t-il aujourd'hui, quelles méthodes de prévention faut-il utiliser, quels sont les risques réels, restent quand même largement méconnus, et même les moyens de s'en prévenir pour les plus jeunes aujourd'hui sont sans doute peu connus, moins bien qu'il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, parce qu'on en parle beaucoup moins, et les mystères de la sexualité restent encore un peu présents parmi les jeunes, parce que la communication autour de ce sujet reste, sinon tabou, en tout cas pas suffisamment développée à mon sens. Alors, c'est une histoire récente, mais elle est très intéressante parce qu'elle permet de voir comment, finalement, en si peu de temps, on est arrivé à une situation où on ne savait rien il y a 30 ans, et où aujourd'hui, pour tous ceux qui peuvent bénéficier des traitements, on est dans une situation où leur espérance de vie peut être équivalente à la population générale si les patients sont pris à temps et s'ils sont bien pris en charge médicalement. Mais faut-il encore que cela se passe dans des bonnes conditions? Et je vais essayer de vous expliquer, parce que je crois que c'est aujourd'hui un enjeu important, que bien entendu on espère une guérison, bien entendu on espère un vaccin efficace, mais que déjà avec tout ce qui a été découvert à ce jour, on pourrait
éliminer la maladie en quelques dizaines d'années si on se donnait les moyens de le faire. Et si chacun avait l'attitude, je dirais, adaptée aux risques réels et faisait ce qu'il y a à faire pour se prémunir de cette maladie. Alors effectivement, au Laos, je suis là depuis en fait 2005-2006, où la situation était celle des pays en développement, c'est-à-dire des malades, mais qui n'avaient accès à aucun traitement, avec un slogan que j'aurais sans doute l'occasion de réévoquer, parce que la France a eu un rôle déterminant dans le plaidoyer pour l'accès au traitement dans les pays en développement, et qui est un élément extrêmement important et très original de l'histoire de la lutte contre cette maladie, c'est que les malades étaient au sud et les traitements étaient au nord. Et que la situation a changé grâce à un mouvement de solidarité internationale qui s'est matérialisé par la création d'un fonds mondial de solidarité, d'un fonds qui lutte contre le sida, mais aussi contre la tuberculose et le paludisme, qui, en 2005, dont le Laos ne bénéficiait pas en 2005, et qui, depuis 2009 ou 2010, permet aujourd'hui aux Laotiens qui sont atteints par cette maladie de bénéficier des traitements qui sont équivalents en termes d'efficacité à ceux que nous avons au nord. Et ça, c'est, là encore, dans l'histoire de notre civilisation, de nos cultures, c'est la première fois que ce type d'événement survient. Et je crois qu'en soi, c'est un événement sociologique ou sociopolitique extrêmement important auquel la France a contribué par le biais du plaidoyer qu'a fait un ancien président de la République, et, qui a été Jacques Chirac, et qui a été l'un des promoteurs très, très actifs de cette possibilité. J'aurai l'occasion de vous en parler. Donc ici, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Esther, Ensemble pour une solidarité thérapeutique interhospitalière, c'est un terme un peu iconoclaste, mais n'importe. En fait, c'est des relations entre des équipes hospitalières françaises et des équipes hospitalières des pays en développement, que l'on contribue à la formation des équipes locales pour une meilleure prise en charge, une meilleure organisation, une meilleure approche des patients, et pour essayer de leur faire partager l'expérience un peu antérieure que nous avions, et aussi pour nous adapter aux situations locales, pour que les patients aient les meilleurs soins. Et dans le bilan que je suis en train de faire ici sur le pays, nous travaillons avec l'hôpital Mao Sot principalement, également avec l'hôpital de Luang Prabang, et on peut voir que finalement les résultats sont globalement équivalents à ce que l'on peut avoir en France quand les patients accèdent aux soins. Il y a sans doute encore un gros problème d'accès aux soins parce que le dépistage de la maladie est sans doute pas assez développé dans ce pays, alors que la maladie est quand même assez répandue dans les pays alentours. Eh bien, et vous savez sans doute qu'au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, le nombre de patients est extrêmement important et surtout a augmenté d'une manière massive. Ici, on a l'impression que l'épidémie évolue à la vitesse, je dirais, de ce pays qu'on dit un peu nonchalant, mais qui fait tout le charme aussi de ce pays, hein, une certaine douceur. Mais il faut dire que les filets que l'on utilise pour identifier les patients ont des mailles tellement grosses qu'on pêche relativement peu de patients, alors qu'il y en a sans doute plus que ce que l'on veut bien percevoir a priori. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles les frontières arrêtent les virus, et compte tenu de l'environnement, il est quand même probable que la situation soit finalement assez proche de ce qui se passe dans les pays alentours. Donc ne vous fiez pas à un discours qui est globalement rassurant au Laos. Il reste, à mon avis, nécessaire d'être vigilant.
Alors je vais essayer de vous raconter cette histoire dont je m'aperçois effectivement que, vu votre jeune âge moyen, que je perçois ici, beaucoup n'ont jamais connu ces premières périodes et je vais sans doute non pas vous rappeler, mais vous montrer quelques images qui vont vous surprendre de la façon dont l'épidémie a évolué et surtout de la façon dont les réactions sociales ont marqué de manière très forte cette maladie. J'ai un ancien directeur d'un organisme international qui s'appelle maintenant le NUSIDA, avait l'habitude de dire que l'épidémie de sida était dramatique, mais ce qui était le plus dramatique, c'est l'épidémie de réaction sociale inadaptée. Et ça, c'est toujours vrai, hélas. On contrôle parfois, quand on met les moyens, l'épidémie de sida. On ne contrôle pas du tout, très mal en tout cas, l'épidémie de réaction sociale inadaptée. Donc, les choses commencent en fait en juin 1981. Et à cette époque, je trouve que je m'intéressais un peu à ce qu'on appelle l'épidémiologie des maladies transmissibles et que j'étais abonné à cette petite revue qui faisait à l'époque 8 pages et qui, comme certains peuvent le voir, était publiée aux États-Unis par un organisme qui s'appelle le CDC, Center for Disease Control, qui est situé aux États-Unis à Atlanta et qui finalement ne fait que rapporter de manière très descriptive des événements inhabituels ou comptabilise des maladies infectieuses qu'on rencontre essentiellement aux États-Unis, sur le territoire nord-américain, et qui, le 5 juin 1981, décrit un phénomène inhabituel, la survenue d'une pneumonie due à un petit parasite, en tout cas à l'époque on considérait que c'était un parasite, qu'on appelle Pneumocystis carini. Il n'y aura pas d'interro écrite, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vous interrogerai pas. D'ailleurs aujourd'hui il y a un autre nom, à l'époque ça s'appelait Pneumocystis carini, et qui atteint les poumons, et que l'on observe normalement, une maladie connue depuis les années 45 et qui n'atteint que les gens qui ont un déficit de leur défense, un déficit de l'immunité, ce que l'on appelle, qui permettent de se défendre contre certaines maladies. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'altération de son système immunitaire ou d'une partie de son système immunitaire ne frappe jamais cette maladie. Par contre, vous, ici, dans la salle, certains d'entre vous ont cet agent dans leurs poumons, mais il ne provoque pas de maladie. C'est ce qu'on appelle une infection opportuniste. C'est-à-dire qu'on est porteur du germe, mais tant que nos défenses sont efficaces, eh bien, on ne va jamais développer la maladie. Donc, quand on la développe, ça veut dire qu'il y a en dessous un déficit de nos défenses, une diminution de nos défenses, qui ne permettent plus de contrôler cette infection. Alors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, cette description, que l'on retrouve chez des gens qui ont soit des traitements qu'on appelle immunosuppresseurs, c'est-à-dire qui diminuent l'immunité, par exemple quand on bénéficie d'une greffe, ou quand on a une maladie des globules blancs, des leucémies ou des lymphomes, ce que l'on appelle, eh bien, on peut faire ce type de maladie parce que l'immunité est baissée. Donc, ce n'est pas une maladie inconnue. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que chez les personnes, les 5 cas qui sont décrits dans cette publication, on ne retrouve aucune cause connue qui puisse provoquer un déficit de l'immunité. Donc, premier élément, un peu surprenant. Le deuxième élément qui interpelle, je dirais, les gens qui comptabilisent les événements, c'est que ces 5 personnes qui font cette infection opportuniste sans cause connue de diminution de l'immunité, eh bien, sont tous les 5 des hommes homosexuels. Et ça se passe en Californie. Il se trouve que le hasard, existe-t-il un hasard, fait que le jour où je reçois cette revue,
je reçois un patient qui vient avec son petit copain à la main, qui tousse et qui a déjà des symptômes qui ressemblent à ça. Et c'est mon premier patient, exactement le jour où je reçois cette revue. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est comme ça que des choses se sont réellement passées. Alors, très rapidement, au-delà de ces 5 premiers cas, dès le mois de juillet, et même dès le mois d'août, les Américains identifient d'autres patients qui ont le même type d'accident, de maladie, d'infection opportuniste, et on a toute une liste, je ne vais pas vous la faire parce que ce serait fastidieux, puis ce n'est pas l'objet, mais donc des infections opportunistes qui indiquent que l'immunité est altérée, déficiente, et qui, dont une grande partie sont des homosexuels, mais dès le mois d'août 81, on sait que des femmes peuvent être touchées et que des personnes qui ne sont pas homosexuelles peuvent également être touchées. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette première identification d'une population particulièrement exposée, qui étaient les hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes homosexuels, a marqué l'image de cette maladie et continue à le faire, puisque c'est à la base probablement de la discrimination ou l'ostracisme qu'on continue à porter sur cette maladie à cause de cette marque initiale qui a été identifiée initialement, alors que dès le mois d'août, c'est-à-dire 2 mois après l'identification, on était certain que ce n'était pas exclusivement réservé à cette population. Et il faut savoir aujourd'hui que la majorité des gens qui sont atteints par cette maladie sont des hétérosexuels. Et d'ailleurs, une majorité de femmes actuellement dans le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des populations plus exposées dans un environnement donné qui peuvent être touchées, mais la réalité est celle-là. Alors en plus, les données qu'on a eues ultérieurement, pardon, parce que la technique ne va pas me lâcher. Alors, vous voyez que cette marque liée à l'homosexualité a même fait, ici c'est le premier article en France qu'il y a eu sur cette maladie, mystérieux cancer chez les homosexuels américains, et déjà à l'époque, il est indiqué ici que quelques malades avaient pu être identifiés en France. En effet, en juin, donc, j'avais mon premier patient, et en lisant les données du CDC et en me souvenant de quelques patients que j'avais eus dans les mois ou années qui avaient précédé et qui avaient des symptômes auxquels on n'avait rien compris, qui avaient des infections opportunistes auxquelles on n'avait rien compris, je me suis dit que finalement l'épidémie devait également exister en France, mais que, méconnaissant le phénomène, on passait à côté. Et c'est effectivement dès le mois de août 1981, sans vraiment chercher, j'ai pu identifier 7 patients qui pouvaient avoir ce type de syndrome, et d'ailleurs dont 2 étaient des femmes, dont l'une était une Française qui avait vécu au Zaïre pendant plusieurs années, et l'autre était zaïroise. Et si je peux dire, la filière africaine apparaissait déjà, et c'est confirmé d'ailleurs dans les mois qui ont suivi en France et en Belgique en particulier. Donc c'est un événement sociologique, je dirais, très important. Alors, je vais y arriver. Alors, très rapidement, dès la fin de 81, on a pu identifier quelques populations plus exposées. Et parmi ces populations, il y avait, bien entendu, toujours les hommes homosexuels, surtout aux États-Unis, et puis très rapidement les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse, mais également les hémophiles et, début 82, des personnes qui avaient été transfusées, et puis une population qui a été identifiée aussi début des années 82, qui étaient les Haïtiens. Le foyer africain a été identifié un tout petit peu plus tard,
et la France a contribué à cette identification, parce qu'il y avait une migration quand même relativement significative de population d'Afrique subsaharienne. Et donc, mais bien entendu, la question très vite s'est posée de savoir qu'est-ce qu'il y avait de commun dans ces populations pour expliquer que des populations aussi différentes puissent être touchées par la maladie. Et en fait, deux hypothèses se sont imposées très rapidement. La première, c'était qu'un produit toxique pouvait être à l'origine de ce syndrome, peut-être parce que les gens prenaient, vous voyez, les hommes homosexuels prenaient des drogues récréatives, les utilisateurs de drogues intraveineuses, bien entendu, prenaient des médicaments, des produits divers et variés. Les hémophiles avaient des traitements dont on pouvait se poser la question s'ils ne pouvaient pas entraîner un déficit immunitaire. Les Haïtiens n'en voyaient pas très bien. Donc, quand même, un produit toxique a été évoqué. Et puis, très rapidement, quand les premières études épidémiologiques sont tombées, en particulier dans la population des hommes homosexuels, on s'est orienté vers un agent transmissible et par voie sexuelle, parce qu'on a très rapidement montré que le nombre de partenaires était corrélé, très fortement corrélé, avec le risque d'être touché par ce syndrome. Donc, très rapidement, on s'est orienté vers la recherche d'un agent transmissible par voie sexuelle, mais aussi par voie sanguine, et ça pouvait expliquer que les utilisateurs de drogue ou les hémophiles puissent être concernés, et les transfusés aussi, donc par voie sexuelle ou par voie sanguine. Et parmi les modèles d'agents transmissibles qu'on connaissait à l'époque, qui pouvaient se transmettre de cette manière-là, un virus était le plus vraisemblable, mais d'autres agents infectieux aussi possiblement. Alors, on s'est orienté initialement d'ailleurs vers un virus qu'on venait de mieux caractériser, qui était le virus de l'hépatite B, qu'on savait pouvoir être transmis par voie sanguine ou sexuelle, mais ces virus, on ne comprenait pas pourquoi ça pouvait donner un déficit immunitaire. On s'est beaucoup orienté aussi à l'époque vis-à-vis des virus de groupe herpès, dont certains pouvaient induire, au moins transitoirement, un déficit de l'immunité, mais c'est des virus qui existent depuis très longtemps, et on se demandait si une mutation n'avait pas pu provoquer un virus plus agressif et qui donnait des déficits immunitaires plus prolongés ou plus chroniques. Mais en fait, c'est en août 82 qu'une hypothèse venant des États-Unis d'ailleurs nous a orienté vers un groupe de virus qu'on appelle les rétrovirus et qui n'était pas connu chez l'homme jusqu'en 1979. Le premier rétrovirus humain découvert l'a été en 1979 par une équipe américaine, et ce rétrovirus pouvait donner certains cancers avec des déficits immunitaires. Ce rétrovirus avait été dénommé HTLV, Human T-Cell Leukemia Virus. Je suis désolé de vous parler en anglais, mais il n'y a pas d'autre dénomination. Dans un institut francophone, c'est un comble, hein, mais bon. Donc HTLV, et le père de HTLV avait tout un argumentaire extrêmement séduisant pour dire que ça pouvait être le virus qu'il avait trouvé 2 ans auparavant qui pouvait être responsable du sida. Ce monsieur s'appelle Robert Gallo, et il a marqué l'histoire du sida et de sa découverte, en tout cas en étant le premier à rendre publique cette hypothèse, même si ce n'est pas lui finalement qui l'a eu en premier. En novembre 82, on avait créé un petit groupe de travail sur le sida multidisciplinaire en France. On discutait beaucoup des hypothèses, on travaillait avec des virologues, et on a eu les premiers résultats de l'équipe américaine qui recherchait donc ce HTLV, et avec un peu de déception, puisque ce virus HTLV n'avait été finalement retrouvé que chez 2 patients sur les 33 premiers pour lesquels il avait été recherché par l'équipe américaine.
Et donc, alors que les hypothèses étaient très séduisantes, ce rétrovirus avait un tropisme, c'est-à-dire avait une grande affinité vis-à-vis de globules blancs qui étaient détruits, qu'on savait qu'ils pouvaient être détruits dans cette maladie. On est resté quand même très ferme sur cette hypothèse, mais on avait mis en évidence à l'époque que le sida survenait après une phase qui pouvait durer plusieurs mois et qui était marquée surtout par l'apparition de ganglions. Vous voyez, un peu disséminés dans l'organisme avec des ganglions dans le cou. Voilà. Ici, c'est la photo du patient à qui on a prélevé ce ganglion dans lequel on a retrouvé le virus du sida. Donc, vous voyez, c'est une photo un peu historique, hein, vous avez là. Tu la connaissais pas, celle-là, hein, voilà. Donc, et l'idée que j'ai eue, c'était de chercher plutôt dans le ganglion, qui était la phase initiale, apparemment, de la maladie qu'on appelait à l'époque sida. Et alors que le virus n'aurait pas encore détruit les cellules, on avait peut-être plus de chances de le trouver dans ces ganglions. Et il se trouve que ce patient a été prélevé le 5 janvier 1983 et que 3 semaines après, on avait un résultat positif pour la présence d'un rétrovirus dans ce ganglion et un rétrovirus qui était différent du HTLV que Robert Gallo explorait. Et donc, ensuite, on a prélevé beaucoup d'autres patients et à chaque fois, on confirmait la présence de ce nouveau rétrovirus, dont vous voyez ici les premières images en microscopie électronique. Il a l'air plutôt sympathique comme ça, mais en fait pas tant que ça. Hein. Donc, ça a permis toute la suite. Alors, c'est une étape extraordinairement importante. Et quand on pense aux outils techniques qu'on avait à l'époque, eh bien, ça a été extrêmement vite. Et bien entendu, la chance a joué un peu. La réunion d'équipes différentes, avec des visions différentes, à la fois des épidémiologistes, des médecins cliniciens, des biologistes fondamentaux, a sans doute été productive dans la découverte et la mise en évidence de cet agent nouveau. Alors, il y a eu une bagarre entre les Américains et les Français, peut-être que certains en ont entendu parler, ça a duré quelques années quand même, et initialement, donc nous avions appelé le virus LAV, comme lymphadenopathique associated virus, puisqu'on l'avait trouvé dans un ganglion, et Robert Gallo, l'équipe américaine, a refait toutes ces manips, et finalement en 84, donc un an après, confirmait la présence d'un autre rétrovirus que celui qu'il recherchait initialement, et a voulu garder le terme HTLV et l'a appelé HTLV3. Et puis en 1986, la communauté internationale s'est réunie et a dit bon, ça suffit la bagarre, on va appeler le virus HIV en anglais comme Human Immunodeficiency Virus et VIH en français comme comme virus de l'immunodéficience humaine. Alors, la découverte du virus, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a permis assez rapidement de mettre en place des tests qu'on appelle aujourd'hui des tests de dépistage. Et ici, vous avez l'une des premières, enfin même la première plaque du test de dépistage, du premier test de dépistage, où ici vous avez ce qu'on appelle des puits témoins, et ici quelques résultats positifs qui permettent de dire que la personne à qui on a mis du sérum dans l'un de ces puits a ce qu'on appelle des anticorps contre le virus. Ça teste les anticorps. Pas le virus lui-même, mais des anticorps. C'est-à-dire des substances de l'organisme qui sont produites au contact de quelque chose d'étranger. Donc, et ça, c'était un élément très important, parce qu'auparavant, on pouvait définir la maladie uniquement quand les gens étaient malades, avaient des symptômes, et quand on a pu faire le test,
on a pu identifier toutes les personnes qui n'étaient pas encore malades, mais qui étaient porteuses du virus. Et ça, c'est une étape extrêmement importante. Et c'est l'époque où on s'est aperçu que pour un malade, il y avait 10, 20, 30 personnes qui étaient contaminées et qui l'ignoraient, parce qu'elles n'avaient pas encore de symptômes. En effet, ce que l'on a appris, y compris lorsqu'on a eu ces tests, ça nous a permis de refaire ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Et c'est une période extrêmement importante, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Bon, ça c'est un test de confirmation, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand même, en ce qui concerne la biologie, et ça c'était un élément extrêmement important aussi de la recherche, c'est à partir de 1986 qu'on a pu ce qu'on appelle séquencer le gène du virus, c'est-à-dire connaître sa composition chimique et aussi identifier les fonctions que chacun de ces gènes avait sur la multiplication du virus, sur la régulation de cette multiplication ici, et sur la construction du virus dans l'organisme. Et ça, c'est une étape extrêmement importante, parce que, pas tellement la composition, mais la fonction de ces gènes. Pourquoi la fonction de ces gènes est importante? Parce que c'est en comprenant le fonctionnement de ces gènes que l'on a pu, à partir de cette période, comprendre comment le virus se multipliait dans l'organisme, les différentes étapes de sa multiplication et commencer à imaginer sur quelle étape on devait intervenir pour interrompre ce cycle. Et vous voyez ici les différentes cibles qui sont aujourd'hui celles que l'on utilise pour les médicaments contre ce virus. Alors, la deuxième étape, donc ça c'était plutôt pour la recherche fondamentale, une étape extrêmement importante, ça a été de faire ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie. Initialement, on a eu ce qu'on appelle une coupe transversale, c'est-à-dire on a pris des patients qui étaient ce qu'on a appelé ultérieurement séropositifs, et on a essayé de voir parmi les séropositifs qu'est-ce qu'ils avaient comme manifestation. Eh bien, on s'est aperçu assez rapidement qu'une grande majorité avait une affection totalement inapparente. Ils avaient une santé strictement normale. Le virus ne les avait pas affectés. Ou pas encore plutôt affectés. Et puis, il y avait des gens qui avaient des infections opportunistes ou certaines tumeurs opportunistes, qu'on pourrait appeler, et eux, on les a appelés, on a appelé ça le sida, c'est-à-dire la forme bruyante, tardive, on l'a su qu'après, de la maladie. Et puis, des petites manifestations mineures qui correspondaient à un état intermédiaire. Donc ça, c'était la première étape qu'on a pu avoir à partir de 85, dès que les tests ont été disponibles. Mais surtout, ce qui a été important, c'est de comprendre comment les mécanismes qui font que la maladie évolue et l'histoire naturelle. L'histoire naturelle, il a fallu attendre 87 pour comprendre à peu près comment ça se passait, parce qu'il a fallu suivre des patients pendant quelques années pour voir comment les choses évoluaient avec le temps. Et donc là, il y a quelques éléments très importants qu'on a pu mettre en évidence. La première, c'est qu'il y avait une période qu'on appelle de primo-infection. C'est-à-dire que quelques jours à quelques semaines, pas plus de 6 semaines en tout cas, après que l'on ait été contaminé, on peut avoir des symptômes. Ces symptômes sont en général bénins et ressemblent à n'importe quelle maladie virale. La grippe, la dengue, enfin n'importe quelle maladie virale. Donc c'est quelque chose de très banal. Mais ça peut être un peu plus grave, il peut y avoir des formes un peu plus... Mais d'une manière générale, ces symptômes vont disparaître spontanément. En quelques jours, en quelques semaines, mais plutôt en quelques jours, ces symptômes vont disparaître. À partir de ce moment-là, il y a une période qui peut durer en moyenne 8 ans, en tout cas en Europe, et sans doute un peu moins longtemps dans les populations plus précaires, mal nourries, avec des polypathologies, en particulier dans les pays en développement. Et les études ont été faites surtout sur des populations européennes. La latence clinique peut durer
en moyenne 8 ans. C'est-à-dire les gens restent porteurs du virus, peuvent le transmettre, mais n'ont aucun symptôme. Et pendant ce temps-là, quand même, biologiquement, il y a un phénomène très important, qui est qu'un certain nombre de globules blancs, qui s'appellent des lymphocytes, et c'est une sous-population des lymphocytes, qu'on appelle les lymphocytes CD4, ou lymphocytes auxiliaires, eux sont affectés par le virus et disparaissent progressivement, baissent progressivement, jusqu'à atteindre un niveau où il y a un déséquilibre et où la quantité de virus qui a trouvé un équilibre dans l'organisme pendant toute cette période de phase de latence va exploser et entraîner souvent les manifestations cliniques que vous voyez ici apparaître, les infections opportunistes, et sans traitement, en tout cas ça c'était l'histoire naturelle avant les traitements, le décès dans des délais qui peuvent être rapides à partir du moment où les infections apparaissent. Alors, dans cette histoire naturelle, on a pu établir même une météorologie en fonction de la baisse justement de ces globules blancs qu'on appelle les CD4, avec un certain nombre d'infections qui pouvaient apparaître. Et ça a été une étape importante parce qu'elle a permis de mettre en place des stratégies de prévention de ces infections dès les années 85-86, comme je vous le montrais tout à l'heure. Alors, ce qu'on a montré assez rapidement, il a fallu attendre 93 pour démontrer ça, c'est que cette baisse de ces globules blancs était très corrélée à la capacité du virus de se multiplier. Plus le virus avait une capacité à se multiplier, et ici vous avez un schéma qui montre ce que l'on appelle assez improprement à mon avis la charge virale, c'est-à-dire la capacité du virus de se multiplier. Plus le virus se multiplie rapidement et de manière importante, plus la baisse des CD4 est importante, plus la baisse de ces globules blancs et plus la maladie évolue rapidement. Et ça a été une phase importante parce que pendant très longtemps, on parlait de cofacteurs, de facteurs nutritionnels, d'autres parasites, d'autres infections qui pouvaient aggraver la maladie. Or, cette découverte qui date de 1993 est très importante parce que ça a affirmé l'idée que c'était que le virus qui était responsable du développement de la maladie. Et ça, c'est une notion, une étape très importante dans l'évolution des choses. Alors, les traitements, finalement, dès qu'on a été convaincu qu'un virus était responsable, que probablement, même si des cofacteurs étaient évoqués, d'interrompre sa multiplication allait améliorer les choses, on a commencé à utiliser des antiviraux et on a été les premiers en France à en proposer, même si les succès initiaux n'ont pas été extrêmement probants. Et même si, comme on a été les premiers à proposer des traitements, les Américains sont venus se faire soigner. Et pour les plus anciens, je m'aperçois qu'il faut vraiment avoir au-delà de 45 ans, on va dire. Certains, donc, plus de 45 ans, se souviennent que Rock Hudson est venu se faire soigner. Il y en a qui se souviennent de ça? Oui. Ouais. Pas tous, pas beaucoup, hein. Bon, c'est devenu un critère générationnel, ça. Hein. Donc, enfin, voilà. Donc, c'était en 1985. Mais pendant des années, et en plus à cette époque, on disait, et c'était terrible d'ailleurs, parce qu'en plus de la discrimination, en plus de l'ostracisme, les patients vivaient quand on leur disait qu'ils avaient été contaminés par le VIH, qu'ils étaient séropositifs, comme on le dit encore trop souvent, eh bien, pour eux, c'était l'annonce d'une mort imminente. Et moi, je me suis battu pendant des années pour dire, mais attendez, d'abord, on ne sait pas, il y a des évolutions très différentes, et puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas de traitement. Et parmi les traitements qu'on avait tous très rapidement proposés, c'était d'essayer d'empêcher l'apparition des infections opportunistes. Et ici, c'est un congrès qui a eu lieu à Paris en 1986, c'est une diapositive que j'ai retrouvée de l'époque, qui essaye de symboliser la manière dont on avait essayé de définir une stratégie, qui était que, voilà, ici il y a une petite fleur qui a une sale tête,
avec un virus qu'on appelait encore lave à l'époque, et qui a cette salpette à cause du lave, et puis qui est soumis à un certain nombre d'intempéries. Eh bien, il y a un moyen très simple d'empêcher cet aspect, en tout cas désagréable, c'est de mettre un parapluie. Et comme à l'époque, on avait déjà une météorologie, une sorte de météorologie qui nous permettait de prédire le risque de survenue de ces infections, eh bien, cette stratégie, on a essayé de la mettre en place, et elle a montré déjà une première efficacité sur la diminution des infections opportunistes dans ce contexte. Et j'avais même imaginé à l'époque qu'on pouvait faire, vous voyez, plusieurs stratégies en mettant plusieurs parapluies sur différents microbes dont ces patients étaient susceptibles. Et tout ça a été développé dans la fin des années 80 avec une efficacité indiscutable. Mais bien entendu, ce n'était pas suffisant parce qu'il fallait pouvoir agir sur le virus. Et c'est la raison qui fait qu'on a essayé d'utiliser des produits qui pouvaient avoir en laboratoire des effets contre le virus. Et on a été les premiers en France à utiliser un produit qui s'appelait à l'époque l'HPA23, plus personne ne s'en souvient. Et vous voyez qu'en 84, ici, les journaux titraient de manière déjà un peu, pour le moins abusive, c'était pas de notre faute, SIDA, le virus inhibé. J'avais publié dans une revue scientifique les 4 premiers patients traités et la victoire était déjà annoncée. Ce qui, bien entendu, ne s'est pas confirmé, mais ça a ouvert la voie quand même à assez rapidement le développement d'autres produits, et en particulier un produit qu'on continue à utiliser, encore aujourd'hui, même si on l'utilise beaucoup moins, qui s'appelle l'AZT, et qui, dans cet essai, c'est les résultats de l'essai initial, hein, c'est la diapo originale, qui montre que si on donne un traitement dans un groupe de patients, comparé à un groupe de patients auquel on donne un placebo, eh bien le nombre de décès qui est ici marqué par des flèches, ou le nombre d'infections qui surviennent chez ces patients, est significativement différent. Vous voyez que les gens qui reçoivent le produit ont beaucoup moins de décès et beaucoup moins d'infections que ceux qui recevaient le placebo. Et ça a été le premier essai qui a démontré qu'un traitement contre le virus pouvait avoir un effet bénéfique. Mais après, avec un effet bénéfique aussi sur ce qu'on appelait, sur les globules blancs qu'on appelle les CD4. Là aussi, ici vous avez les patients traités versus les patients qui recevaient du placebo. Mais des illusions à partir de... Donc le produit a été disponible très rapidement. Début 87, même fin 86, les premiers patients ont pu bénéficier de ce traitement, même, mais ceux qui étaient déjà à un stade avancé. Ce qu'on a observé, c'est que le bénéfice initial était certain, mais qu'après un temps relativement limité, de moins d'1 an en tout cas, eh bien, ce bénéfice était perdu, et même la chute des globules blancs se poursuivait ultérieurement. C'est-à-dire, certes, le produit avait un intérêt, mais son effet était limité dans le temps. Et quand on voit l'apparition des infections chez ces patients, on voit que initialement, après 1 mois de traitement, 2 mois de traitement, 3 mois de traitement, il y avait une diminution des infections, mais que assez rapidement, le nombre d'infections réaugmentait. Donc, effet limité dans le temps. Et on montrait que, finalement, on a montré à partir de 90 que si on traite tôt, si on traite tard les patients, ça revenait à peu près au même. Au bout d'un certain temps, les deux populations étaient similaires. Alors, ça a donné lieu à partir de 93, dans un grand essai franco-britannique, à des titres de journaux catastrophiques. Parce que tous les patients qui, entre 86 et 93, avaient reçu de l'AZT, ont arrêté leur traitement, ont été déprimés, ont dit finalement j'ai pris un traitement qui ne servait à rien, parce que les titres des journaux c'était ça. L'AZT n'aurait pas d'effet bénéfique sur les personnes séropositives. Et c'était
encore une fois, un titre de journal. Je ne sais pas, en partant d'ici, j'espère que vous lirez les titres des journaux avec plus de discernement. Mais j'espère que vous le faites déjà. Pour tous les sujets, d'ailleurs. Et en tout cas, ça disait que ça ne marchait pas. En fait, non. La véritable interprétation, c'était qu'il y avait un bénéfice, mais ce bénéfice était transitoire dans le temps. Alors, vous voyez, SIDA, chez les séropositifs, la désillusion de la ZT, effectivement, c'était une désillusion, mais pas due à l'effet limité du traitement, due au titre des journaux. Mais alors, vous verrez comment la presse est pervers. Alors, moi, j'avais protesté à l'époque, professeur Rosenbaum proteste contre une annonce intempestive sur les effets de la ZT, parce que moi qui recevais les patients, vous voyez, ils étaient dans un vrai désespoir, une vraie détresse. Ils étaient dans une maladie réputée mortelle de manière inéluctable, et on leur donnait un petit peu d'espoir avec un traitement dont on avait des données pour dire qu'il avait un effet, même si cet effet n'était que transitoire. Finalement, c'était une course contre le temps qu'on faisait aussi. Et puis, tout d'un coup, il y a des titres de journaux qui vous disent, vous apprenez dans les journaux que tout ça, ça ne sert à rien. Alors que c'est faux. Donc j'ai essayé de protester, je ne suis pas sûr que ces protestations aient été vraiment entendues, surtout que quelques semaines après, les mêmes journaux titraient sur le sida, l'AZT recommandé aux femmes enceintes séropositives, parce qu'effectivement, on montrait dans un autre essai que donner de l'AZT, ce produit, à des femmes enceintes, réduisait considérablement le risque de transmettre le virus à leur bébé. Donc les montagnes russes, bonjour les dégâts, et toute l'histoire d'ailleurs du sida a été émaillée d'annonces intempestives qui continuent d'ailleurs aujourd'hui et qui continueront encore sans doute pas mal de temps. Alors, ici une diapositive un peu compliquée, mais il a fallu comprendre pourquoi l'effet était limité. Et en fait, l'effet était limité. On a compris à partir de 94, 93-94, pourquoi l'effet était limité en montrant que chez les patients qui arrêtaient de répondre au traitement, le virus avait muté. Il avait changé de composition et la cible du traitement n'était plus adaptée au traitement qu'on proposait. Ici, on montre que chez les gens qui avaient un virus muté, eh bien, le taux de CD4 chutait alors qu'il restait stable chez ceux qui n'avaient pas ce virus muté. Alors, on a montré dans la suite qu'un certain nombre de mutations dans le virus, sur certains gènes du virus, entraînait ce qu'on appelle une diminution de sensibilité. Et ça expliquait pourquoi, lorsque un patient était en situation d'acquérir ces mutations, eh bien, le traitement finissait par ne plus fonctionner. Donc il fallait trouver une stratégie pour éviter ça. La première stratégie, ça a été de se dire, bon, il est résistant à un traitement, peut-être que si on change, et de nouvelles molécules étaient disponibles, on va avoir du bénéfice. Et ici, un des premiers essais qui montre qu'effectivement, entre des patients à qui on maintient un traitement long cours et un groupe de patients à qui on change de traitement, ben, c'est mieux chez les gens à qui on change le traitement. Donc si un traitement ne fonctionnait plus, on pouvait essayer d'en faire un second. Mais ce n'était pas suffisant parce que vous voyez ici que ça monte, mais ça continue à redescendre. C'est-à-dire le deuxième produit finissait aussi par avoir des actions limitées. Donc ce n'était pas suffisant. Très rapidement, on s'est dit, mais si ça, on ne va pas continuer à jouer avec un traitement, peut-être que si on en mettait deux, ça marcherait mieux. Et ici, vous avez toute une série d'essais, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien entendu, où vous montrez que quand on compare l'association de deux produits avec un seul, eh bien, à chaque fois, on a du bénéfice. Vous voyez, on a 20, 27, 39, 68% d'amélioration par rapport au groupe de patients qui ne recevaient qu'un seul médicament. Donc ça, c'était une première étape dans les années 94-95. Et puis, on s'est aussi aperçu d'une chose très importante, c'est que les virus mutés étaient présents dans l'organisme auparavant, et ce qu'on appelait la résistance, c'était pas une mutation qui survenait,
mais c'était la sélection d'un virus qui existait auparavant et qui apparaissait sous la pression du traitement, puisque le virus initial continuait à disparaître quand le traitement était administré, mais que c'était un virus présent antérieurement qui était sélectionné et qui prenait sa place et qui représentait la résistance. Ça peut vous paraître bénin ou un peu artificiel de parler de ça, ou pas très intéressant, enfin, mais c'est très important et c'est très fondamental dans la compréhension des traitements actuels. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apparition d'un virus mutant à sensibilité réduite, c'est-à-dire résistant, n'est que la conséquence d'une pression de sélection qui est insuffisante pour le faire disparaître initialement. Et donc il est sélectionné parmi des virus qui sont, eux, déjà présents antérieurement, alors que le virus initial, dit sauvage, lui, de toute façon, disparaît tant que le traitement est maintenu. Alors vous allez me dire, ça ne sert à rien, j'ai le virus sauvage ou un virus muté, de toute façon, le virus est là, donc il fait ses dégâts. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Mais le fait de dire, c'est la pression de sélection, a fait imaginer qu'on pouvait lutter contre la pression de sélection, et là, il faut revenir à Darwin. Je ne sais pas si le prof de sciences apprend Darwin. Comme on n'est pas aux États-Unis, en principe, il doit le faire. Parce que certains Nord-Américains nient l'évolution. Donc, on s'est dit finalement, si on met des traitements puissants, et la puissance, on peut peut-être l'obtenir en additionnant les traitements, eh bien, on va obtenir un résultat plus prolongé et peut-être même définitif. Et c'est ce que, à partir de 1996, la révolution des traitements actuels, on a pu démontrer dans un premier essai, où en associant 3 médicaments versus 1 ou 2, vous voyez que là, le virus était inhibé de manière prolongée, alors que quand on prend 2 médicaments ou 1, eh bien, on observe ce qu'on observait avant, c'est-à-dire un effet initial, mais ensuite une remontée du virus aux valeurs pratiquement initiales après. Alors, ce qui est intéressant dans cet essai, et c'est important, un message important, c'est que ici, vous avez l'association de 3 médicaments, en jaune, l'association de 2 médicaments, et ici, en rose, c'est un seul médicament. Donc, ce n'est pas le nombre de médicaments qui est important, mais la puissance du traitement qui est important. Et en France, on appelle le traitement, et vous, sans doute, quand vous en entendez parler, vous entendez le terme de trithérapie. C'est un très mauvais terme. Les anglo-saxons, d'ailleurs, n'utilisent pas ce traitement, ils parlent de traitement puissance, qui est le vrai bon concept. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille sur le fait de trouver des médicaments avec un seul composé, qui est la puissance des 3 qu'on avait utilisés antérieurement. Donc, voilà, vous continuerez peut-être à utiliser le terme trithérapie quand vous voudrez briller en société, mais c'est un terme inapproprié. Donc, vous voyez qu'ici, ce médicament-là, qui est beaucoup plus puissant que ces 2 associés, a un résultat meilleur. Franchement, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur Darwin, mais en fait, l'idée, c'est que Darwin dit qu'il n'y a pas de résistance absolue, que si on veut éviter l'apparition de mutations, par exemple, il faut avoir une puissance suffisante. Si on ne veut pas avoir de mutation dans un environnement, quel que soit vivant, il faut soit ne pas exercer de pression de sélection, soit avoir une puissance de l'environnement telle qu'elle empêche tout virus initial mutant de se développer et donc de bloquer complètement la réplication de toutes les souches virales. Donc, c'est sur ce principe que les traitements à partir de 1996 ont été développés et donc ont donné les succès qu'on sait. D'autant que vous voyez que le nombre de molécules disponibles s'est développé à une vitesse quand même relativement significative. Aujourd'hui, on a à peu près 25 médicaments disponibles qu'on peut associer ou d'ailleurs pas. Il y a pas mal d'essais avec des thérapies, voire des monothérapies.
Et il est possible que dans les années qui viennent, ce soit des simples monothérapies qui soient utilisées. Donc vous voyez ici la liste des médicaments disponibles aujourd'hui. Il y en a beaucoup, pas tous dans les pays en développement, puisque vous savez qu'il y a le problème des génériques, et tous ces médicaments ne sont pas encore génériqués. Mais malgré tout, ça donne un choix très important qui permettent de contourner le problème des, à la fois des résistances et à la fois de la tolérance de certains médicaments. Alors, initialement, il y avait beaucoup de comprimés à prendre, hein, et ça a été une des images de la maladie, beaucoup de comprimés, beaucoup de prises, beaucoup d'effets indésirables. Tout ça a beaucoup changé ces dernières années, d'autant que vous voyez que aujourd'hui, c'est pas pour faire de la publicité pour celui-là, mais on peut, il y a des formes combinées où en fait, avec un seul comprimé par jour, on obtient une puissance suffisante pour inhiber de manière permanente le virus, à condition de le prendre. Et ça veut dire qu'il faut que les patients tendent à prendre le traitement à 100%, parce que s'ils ne le prennent pas, bien entendu, la pression sur le virus s'estompe assez rapidement. Alors, on a eu des effets indésirables, hein, particulièrement embêtants. Ici, vous avez une accumulation, à la fois une accumulation de graisse dans des endroits vous voyez, stratégiques, et aussi une fonte des graisses en périphérie, comme on a pu voir chez certains malades. On voit beaucoup moins, je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez les joues se creusaient, et les gens étaient en bonne santé, mais ils avaient une tête de malade, ce qui a été extrêmement difficile dans le début des années 2000. Vous voyez, ces joues extrêmement creuses, avec une fonte, bon, on n'a pas trop, une accumulation de graisse au niveau central, et une fonte des graisses au niveau des membres et au niveau de la périphérie. Alors, par contre, ce qu'on a vu à partir du moment où on a traité les gens, c'est une diminution considérable de toutes les infections. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu une baisse des complications infectieuses de plus de 90%. Par contre, en France, si on regarde, mais partout c'est pareil, même si le nombre de nouvelles contaminations se stabilise, il faut garder à l'esprit que le nombre de personnes contaminées par le VIH, du fait d'une diminution très importante de la mortalité et de la morbidité, eh bien, augmente, elle, inéluctablement. Les nouveaux cas s'ajoutent aux anciens. Alors qu'avant, il y avait plus de gens qui mouraient que de nouvelles contaminations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En tout cas, en France et partout où les traitements sont dispensés. Donc, un résultat tout à fait spectaculaire. Voilà. L'autre élément extrêmement important qui est survenu, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la solidarité internationale qui s'est instaurée avec, ici, justement, à l'occasion d'une conférence en Afrique en 1998, le premier plaidoyer de notre président de la République de l'époque pour l'accès au traitement dans les pays en développement. Un relais pris au niveau de l'ONU par Kofi Annan, qui a été déterminant aussi sur la création du Fonds mondial, et qui est un élément, à mon avis, historiquement fondateur, fondamental, une nouvelle vision de la solidarité internationale. Je le fais court. Alors, la prévention, je pense que l'histoire des sciences, ça peut vous intéresser. La prévention, c'est peut-être un peu plus pratique. Et c'est difficile de ne pas en dire un mot avec des éléments irrationnels dans l'ensemble. Polémique sur la contagion, ça c'est un titre des années 80, hein, avec on pouvait attraper le sida en regardant les gens dans les yeux, pratiquement. Et les vrais, vous voyez, le sida, la vérité sur la grande peur, avec des articles, des journaux qui sortaient, des livres qui sortaient sur des risques fantasmatiques. Vous voyez, sida inquiétant de contamination, maladie par contamination par la salive de sa femme, elle-même atteinte lors d'une transfusion sanguine. Oui, on peut attraper le sida par la salive, mais ça dépend ce qu'on en fait. La porte d'entrée est sexuelle. Hein. Il y a des très jeunes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, donc, oui, enfin bon, c'est pas, ça ne veut rien dire. C'est les portes d'entrée qui sont déterminantes, et les portes d'entrée, c'est les voies sexuelles et les transcutanées, c'est-à-dire par injection.
Voilà, exclusion de tout autre. Alors ça a entraîné des réactions moyenâgeuses. Et ça, c'est une image qui peut vous paraître ancienne, mais celle-là ne l'était pas. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans plein d'endroits, y compris dans les hôpitaux. Les années 85. Non, mais riez pas. Ça a duré des années et ça a nécessité... moi, je me souviens d'une époque où les soignants ne voulaient pas rentrer dans les salles. On mettait la nourriture dans des trucs en carton à la porte des patients. C'était dramatique. Avec... bon, je ne dis pas que c'était des réactions irrationnelles par manque de connaissances. Et c'était très difficile d'expliquer aux gens que c'était pas comme ça, qu'on avait des données très fiables pour montrer que la contamination était assez exceptionnelle. Et en tout cas, elle ne concernait que des comportements très spécifiques. Ça nous a beaucoup handicapés. Je passais des mois, des années à traverser la France et d'autres pays pour expliquer qu'on n'attrapait pas le sida à cet endroit-là, sauf si on voulait vraiment trouver une excuse auprès de son compagnon ou de sa compagne, mais que vraiment c'était pas très scientifique. Coluche avait une histoire comme ça. Il disait si on peut attraper le sida dans les toilettes, François Rosenbaum il raconte des bêtises, si on s'assoit sur la cuvette avant que la personne contaminée se soit levée. Vous la connaissiez pas celle-là? Vous avez oublié Coluche, hein? Je sais pas, vous pouvez couper dans les... Donc voilà, les couverts, tout ça, les fantasmes couraient, c'était pareil, c'était pas le plat. Et les gens ne nous pas rentrés, s'essuyer les mains. Ça, vous savez, il y a même eu toute une campagne sur les lingettes, les infectantes, il y a eu un commerce là-dessus. Et il y avait même le tampon de l'Institut Pasteur sur ces lingettes pour dire, vous voyez, vous êtes tranquille, l'Institut Pasteur vous protège. Donc, et bien entendu, je finissais toujours mes topos en disant que ce risque-là n'existait pas. Moi, j'avais serré des centaines de mains de personnes contaminées par le VIH et que ça allait, mon test était toujours négatif. Et je disais même, je terminais en disant, c'était même dans un environnement où on disait qu'il n'y avait pas de traitement, peut-être le premier geste thérapeutique qu'on pouvait faire pour les patients. C'est toujours vrai, hein. C'est toujours vrai. Voilà, le cancer gay qui a continué la contagion par le sang. Vous savez, l'affaire qu'on appelle assez souvent, trop souvent le scandale du sang contaminé. Ça a aussi créé beaucoup d'émotions. Mais ce qu'on a pu quand même déterminer très rapidement, c'est que les portes d'entrée, c'était les voies sexuelles, la voie parentérale, le sang contaminé, et donc la promotion de préservatifs. Donc je rappelais à certains d'entre vous que la publicité n'a été autorisée qu'à partir de 1987 en France, grâce à une ministre de la Santé qui s'appelait Michel Barzac. Tout le monde ne la connaît plus, ne s'en souvient plus, tout ça. Moi, ça fait tellement partie de mon histoire et des éléments absolument déterminants de la lutte contre le sida que c'est vrai que c'est dommage qu'on ne se souvienne plus de cette personne qui a un rôle déterminant. Et elle a autorisé la publicité pour les préservatifs, créé des centres de dépistage anonymes et gratuits, autorisé la vente libre des seringues dans un environnement idéologique équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui sur le mariage pour tous. Vous imaginez, et c'était un ministre qui était ministre de Chirac. C'est ministre de la Santé, alors que Chirac était Premier ministre au temps de la cohabitation. Et donc vous imaginez la difficulté qu'elle a eu de faire passer ce type de mesures dans un environnement où les préjugés vont au-delà de la réalité et de l'intérêt de santé publique. Donc voilà, promotion des préservatifs possible à partir de 87, mais la publicité sur les préservatifs a été autorisée complètement, ouverte complètement qu'à partir de 91. Les derniers décrets permettant la libération totale de la publicité sur les préservatifs, ça date de 91. Bon, pour certains, ils n'étaient pas nés, mais quand même, moi je trouve ça un peu horrible. Donc voilà, la vente libre des seringues, vous voyez ici ce qu'on a appelé les stéribox. Il y avait à la fois des seringues et à la fois un préservatif, parce qu'on pouvait se contaminer par la seringue. C'est un moment extrêmement important. On a dit aux utilisateurs de drogue par voie intraveineuse,
bon, vous vous droguez, mais vous n'êtes pas des criminels pour ça, vous êtes des personnes en fait en souffrance, vous êtes des malades et on va s'occuper de votre santé. On préfère vous voir en bonne santé, utilisateur de drogue et vivant, que criminel et mort. C'était un message extrêmement important qui a été l'un des messages qui a eu le plus d'impact sur l'épidémie de sida, puisqu'en France, à l'époque, il y avait près de 20% des utilisateurs de drogue qui étaient contaminés par le VIH. Aujourd'hui, il y en a moins de 1%. Les utilisateurs de drogue, quand on leur a autorisé à utiliser, à avoir un accès libre aux seringues, ont changé de comportement, d'abord ont utilisé, et ont même pour un certain nombre abandonné l'usage de la seringue. J'ai envie de dire qu'ils ont été beaucoup plus intelligents que certains hommes politiques qui ont eu du mal à accepter la mesure. Alors, quelle est l'évolution prévisible? Hélas, si rien ne bouge, eh bien l'épidémie va continuer dans le monde. Et même en France, sur le territoire national en tout cas, eh bien le nombre de cas ne faisant que s'accumuler, eh bien on est dans une situation de stabilité peut-être des nouvelles contaminations, mais d'augmentation du nombre total de personnes contaminées. Et en gros, on considère qu'actuellement, nous avons entre 7 et 8 000 nouvelles contaminations. Donc, tous les ans, il y a 7 à 8 000 nouvelles personnes contaminées par le virus sur le territoire national. Bon, vous connaissez sans doute déjà ces chiffres parce que régulièrement, la presse s'en fait l'écho. 34 millions de personnes infectées dans le monde, avec bien entendu l'Afrique subsaharienne, mais le sud-est asiatique, quand même très concerné, surtout avec une augmentation qui est bien plus importante que dans certains pays d'Afrique aujourd'hui. L'augmentation du nombre de cas dans votre région, je ne parle pas du Laos, dans la région, est plus importante que partout ailleurs. Nouvellement infectés, donc quand même, plusieurs millions en Afrique, 270 000, en gros 2,7 millions tous les ans, nouvelles contaminations, ce qui en fait quand même une des épidémies les plus importantes. Alors, outre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'utilisation de préservatifs, le testing du sang, le dépistage du VIH dans les dons du sang, qui sont des moyens de prévention tout à fait importants, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces moyens ne sont pas suffisants. Clairement pas suffisants, puisque l'épidémie continue à progresser. Et donc, on est dans une phase de réflexion pour voir si d'autres moyens ne peuvent pas être mobilisés. Et parmi ces autres moyens, finalement, on en avait oublié un, c'est le dépistage, qui a déjà fait la preuve dans d'autres maladies transmissibles, y compris sexuelles, la syphilis, de son efficacité, c'est-à-dire le dépistage. Et le dépistage est le traitement de la maladie. Et ça, je vais faire un peu de plaidoyer là-dessus. Pourquoi? En France, actuellement, on considère qu'il y a une épidémie cachée, et que, parce qu'on fait beaucoup de tests de dépistage, il y a 19% des personnes qui ignorent malgré tout le fait qu'elles sont contaminées. Ces 19% de personnes contribuent en fait à près de 70% des contaminations. Parce qu'effectivement, une personne contaminée a beaucoup moins de velléité à utiliser les méthodes de prévention qu'une personne qui le sait. Et en fait, les personnes qui connaissent leur infection ne représentent moins de 40% des contaminations ultérieures. Donc, déjà un premier élément qui pousse à se dire que si on arrive à diminuer le pourcentage de personnes qui ignorent leur séropositivité, on diminuera le nombre de nouvelles contaminations. Il y a un élément plus individuel, je dirais, qui peut intervenir, c'est qu'on montre, donc 70% des contaminations pour origine des personnes ignorant leur statut, mais qu'une personne qui se sait contaminée a 2 à 3,5 fois plus de chances d'adopter des méthodes de prévention et de modifier son comportement qu'une personne qui ignore ou qui même le craint. Et ça, c'est un premier élément. Mais surtout, le deuxième élément, c'est que, et ça c'est une découverte relativement récente, même si les suspicions s'étaient accumulées ces 10 dernières années, mais depuis l'année dernière, on montre qu'une personne qui bénéficie d'un traitement, quelle que soit d'ailleurs l'efficacité de ce traitement, voit le risque de transmettre la maladie
diminuer considérablement. Et donc, l'idée, c'est que si on dépiste et on traite les personnes, eh bien, l'épidémie peut, en tout cas, s'infléchir, voire diminuer ou disparaître. Et cet essai a montré que les patients traités, quand on comparait dans des couples qu'on appelle sérodifférents, c'est-à-dire où l'un des partenaires est contaminé et l'autre ne l'est pas, quand on met l'un des membres du couple contaminé au traitement, eh bien, le risque de transmettre chez le partenaire est extrêmement diminué, puisque dans cet essai qui était fait contre placebo, eh bien, il n'y a eu qu'une contamination dans les couples où le partenaire contaminé était traité, et 27 plus 11, les 11 c'est avec un autre partenaire. Hein. C'est une démonstration aussi que la fidélité ne protège pas. Hein. Faudrait la fidélité mutuelle, mais il semblerait, selon les études, que c'est pas la règle. Donc, mais c'est les études qui le disent. Hein. Donc, vous voyez, une diminution du risque de transmettre, et ce risque, actuellement, cette diminution du risque est considérée extrêmement élevée, de 96% en population, c'est énorme. C'est un résultat extrêmement, je dirais, positif, parce que ça, c'est indépendamment du résultat biologique, c'est en situation réelle. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer, soit par des modèles, et l'OMS s'est lancé dans un modèle, où il montre que si on teste tout le monde, dans une population à forte prévalence, tous les ans en plus, et si on traite tous les gens dépistés, l'épidémie s'éteint en 2050. Alors c'est un modèle, c'est pas une prédiction, mais ça veut dire qu'en travaillant autour de ces concepts, dépistage élargi, traitement élargi, eh bien on a un impact sur cette maladie. Alors ça c'est du modèle, et qu'est-ce qu'on a comme données pour démontrer ça en population? Très peu pour l'instant, bien qu'il y ait des études en population qui se fait, et en particulier bien entendu en Afrique, mais l'étude la plus convaincante que j'ai trouvée à ce jour, il y en a plusieurs, hein, mais l'étude la plus convaincante, c'est dans certaines régions d'Afrique du Sud, qui est une région extrêmement concernée, puisque 35% de la population est contaminée par le VIH dans certaines régions d'Afrique du Sud. Eh bien, quand on dépiste et on traite en fonction des districts, en fonction de la stratégie de dépistage-traitement, eh bien, on voit que la réduction de l'incidence des nouveaux cas est d'autant plus importante que le nombre que la population traitée est importante. On atteint 30 à 40% et au-delà de la population contaminée qui bénéficie d'un traitement. Eh bien, on voit qu'on réduit le nombre de nouvelles contaminations de près de 50%. Et ça, c'est une première étape, hein, qui permet de confirmer que le traitement peut avoir un rôle. Alors, on a aussi des essais aujourd'hui pour faire utiliser le traitement en pré-exposition. C'est-à-dire, si on se trouve dans une situation où le préservatif n'est pas disponible ou qu'on n'est pas dans une situation où c'est facile de l'utiliser, il y a beaucoup d'essais, soit par des gels vaginaux, soit ou que la femme, par exemple, et ça c'est souvent en Afrique de cette manière-là, mais pas que en Afrique, où la femme n'a pas le choix d'imposer le préservatif, il faut lui donner l'autonomie de la prévention, et on peut imaginer qu'en utilisant des traitements antirétroviraux avant l'acte sexuel, on a des données qui montrent que là aussi ça peut avoir un impact. Mais cela dit, tout ça, c'est pas si simple, parce que quand vous regardez un petit peu l'importance d'avoir un résultat optimum en termes de blocage du virus sur